jeudi 29 février. Mon nom est Martin Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, menu aujourd'hui, je serai votre guide pour Bahreïn 2024. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, il s'agit de petits épisodes qui sont mis en ligne avant les week-ends de course. Question de vous donner le plus d'informations possible pour que vous ayez ça en poche et vous puissiez profiter au maximum du week-end de course. Je vais retracer un peu ce qui s'est déroulé aujourd'hui dans les deux séances d'essai libre, vous dire un peu ce que j'ai vu ou du moins ce que je crois avoir vu. Mais tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous les bons commentaires que vous avez envoyés suite au premier épisode qui était pour la pré-saison. Vous avez été aussi nombreux à nous rejoindre en nous suivant sur notre chaîne Spotify ou sur nos réseaux sociaux sur Facebook. Si c'est pas déjà fait, je prends l'occasion aussi pour vous inviter. Vous avez aussi envoyé de nombreux messages à l'envers pour Frédéric, pour féliciter pour son intervention et son entrevue qui était ici notre invité lors du premier épisode, qui travaille chez Red Bull. Et sachez que tous ces beaux mots lui ont été transmis. Il était très heureux de savoir que ça avait plu aux auditeurs du F1 Podcast. Pour débuter aujourd'hui, comme on en a l'habitude, actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friendsim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, un sujet que je n'ai pas abordé lors de l'émission pré-saison, faute de temps. Oui, malgré un épisode de 2 heures, il y a bel et bien des sujets qui ont été laissés de côté. Et c'est celui qui va retenir le plus l'attention lors de la saison 2024. Ça sera la trame narrative, c'est-à-dire les agents libres en Formule 1. Il y aura une situation du moins très particulière car 13 des 20 pilotes se retrouveront sans contrat à la fin de la présente saison. Donc, ils n'ont pas de contrat en poche pour 2025. Ce qui a lancé le bal, c'est celui qu'on s'attendait le moins car il avait signé une prolongation de contrat avec Mercedes. C'est Lewis Hamilton qui a été le premier à décider de quitter le navire et de s'en aller vers une autre écurie qui a choisi Ferrari. Donc ça a pris un peu tout le monde par surprise, ça a pris tout le monde de court. C'est venu aussi bouleverser un peu ceux qui avaient des plans pour le marché des agents libres. On s'attendait pas à ce qu'il y ait une place de disponible chez Mercedes. Donc c'est venu créer une sorte de compétition. Pour vous mettre un peu en perspective, ça va aller plus vite de vous nommer qui a des contrats en poche pour la saison 2025. Il y a Lewis Hamilton, on vient d'en parler. Il y a Charles Leclerc. Il y a Alex Albon qui compte parmi ceux qui en ont un. James Vaz s'est empressé de le confirmer lors de la présentation de la nouvelle Williams, comme quoi il avait bel et bien une année d'option avec Alex Albon. Donc, si jamais quelqu'un voulait venir s'enquérir ses services, venir le chercher, l'arracher à Williams, il faudrait à ce moment-là donner une compensation financière et s'entendre avec l'écurie. C'est ce que ça veut dire que ça arrivera pas, on le sait pas, mais c'est venu un peu enlever le nom d'Alex Albon au nom des spéculations pour comme remplaçant ou comme possible remplaçant de Lewis Hamilton chez Mercedes. On sait qu'il y a quand même une proximité entre James Vaz et Toto Wolff, donc c'est toujours possible d'avoir ce genre de négociation-là. Il y a aussi Williams, les nouveaux actionnaires qui ont perdu quand même énormément d'argent depuis leur arrivée en Formule 1. On vient tout juste de commencer à rejoindre le seuil de la profitabilité, donc est-ce qu'on voudrait se laisser tenter par un montant d'argent et laisser partir Alex Albon? On sait qu'on veut construire autour de lui. James Vaz l'aime bien, donc ça reste à voir, mais pour l'instant, on le retire de l'équation. Il n'est pas agent libre, il a bel et bien un contrat pour la saison 2025. Donc ceux qui en ont un, je viens de vous les nommer. Je nomme Albon, il y a bien sûr Max Verstappen et les deux pilotes McLaren, donc autant Lando Norris qui a signé une prolongation de contrat tout juste là avant le début de la saison, quelques semaines avant, et puis on a eu Oscar Piastri aussi qui lui avait signé la saison dernière. Donc ça retire tous ces pilotes-là qui ne seront pas disponibles, mais ça laisse le champ libre à tout plein d'autres pilotes, autant les Sergio Perez, les Carlos Sainz, des deux pilotes alpines, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ça va être une saison où il va y avoir une saveur particulière, parce que non seulement il y a des pilotes qui sont au courant qui ne seront pas de retour, dans le cas de Lewis Hamilton et Carlos Sainz, puis il y a aussi d'autres pilotes qui vont vouloir se faire valoir. Donc, je vous donne un petit exemple, là. Déjà, on sait qu'il y a une certaine rivalité entre Ocon et Gasly, mais quand on va venir à gagner des points ou à gagner des positions, il n'y a pas juste les points pour l'écurie, la fierté. On sait que les pilotes veulent toujours bien performer, veulent toujours gagner des positions, mais là, il y a aussi le fait qu'on veut se montrer. On veut montrer aux autres écuries qu'on sait, on sait quoi faire, qu'on est capable d'aider, qu'on est capable d'être performant, qu'on fait partie des grands pilotes. Donc, on veut être capable de séduire les grandes écuries qui se cherchent des pilotes pour la saison prochaine. Puis en même temps, on a la compétition de savoir que notre coéquipier se cherche aussi un poste et veut aussi se faire valoir. Donc il y a des compétitions, on le sait en Formule 1, on est toujours en compétition avec notre coéquipier plus particulièrement.
Mais là, dans des situations comme ça, entre Ocon et Gasly, ça va être peut-être 2 fois plus vrai. Ça va être intéressant de voir ça tout au long de la saison. Même chose du côté de Ferrari. Sainz, il sait qu'il s'en va. Il va vouloir montrer à Ferrari qu'ils ont fait une erreur. Il va vouloir montrer aussi qu'il est meilleur que Leclerc, que possiblement on a choisi le mauvais pilote pour rester là. C'est l'opinion que Sainz va vouloir gagner auprès de ses ex-employeurs ou ses employeurs présentement. Il va vouloir aussi peut-être se faire valoir pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes. Il y a toute cette situation-là là, qui va être, comme je vous dis, là, ça va être à surveiller. Ça risque d'être vraiment, autant on va avoir l'action en piste, à cause de cette situation-là, mais on va aussi l'avoir à l'extérieur de la piste parce qu'il risque d'avoir énormément de rumeurs, énormément de rivalité entre les pilotes, car on joue pour beaucoup plus que seulement des points. On joue aussi pour de l'argent et des postes pour la saison prochaine. Donc tout ça risque de nous donner une saison qui va être extrêmement excitante. Oui, il va y avoir beaucoup de rumeurs, ça va être dur à suivre par moment. On va être là pour essayer de tout démêler ça puis de voir qui dit vrai, qu'est-ce qui fait plus de sens. On le sait, là, pour l'instant, c'est déjà partie de plus belle là, pour savoir qui va être le remplaçant de Lewis Hamilton. Pour l'instant, là, ce qui joue un peu, ce qui penche un peu dans la balance, c'est que le fait que Lewis s'en va de chez Mercedes, ben, ça met un peu les gens les autres pilotes sur des freins de dire qu'est-ce qu'il a vu en simulation, qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas rester là, est-ce qu'il y a des problèmes qu'on connaît pas. Donc, les premières courses de la saison risquent d'aider grandement Mercedes à pouvoir être capable de négocier avec des pilotes et capable de les attirer. Ce qui m'emmène au prochain dossier, dans le fond, le deuxième dossier, c'est celui de l'Italien, le jeune pilote italien de 17 ans qui aura 18 ans au mois d'août, Andrea Kimi Antonelli. Eh bien, lui, il appartient à Mercedes. Et là, il y a de plus en plus de rumeurs qu'on voudrait peut-être faire un virement jeunesse et lui donner sa chance en Formule 1 avec la grande écurie. Ce qui est quand même assez risqué. Là, on n'a pas vu ça depuis Max Verstappen. Puis rappelez-vous, Max Verstappen, chez Red Bull, on avait le luxe de le faire commencer dans une écurie junior, dans le fond, de lui laisser un volant avec la petite écurie de Red Bull, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était Toro Rosso. Mais on n'a pas ce luxe-là pour l'instant chez Mercedes. On l'a déjà fait par le passé de s'entendre avec Williams. Moi, pour ma part, mon opinion, je pense que ça serait la situation à faire de dire si on veut vraiment donner une promotion à un jeune pilote qui va en être seulement à sa première saison de Formule 2 cette saison-là. Déjà là, à 17 ans, c'est déjà un exploit en soi de s'emmener en Formule 2. Donc, on va voir comment il va compétitionner. Il va avoir aussi un très bon coéquipier. Il va être chez Perma, une très bonne écurie. L'écurie, justement, qui a eu plusieurs champions du monde, notamment comme les Mick Schumacher ou même plus récemment Oscar Piastri. Et là, on va avoir un coéquipier. Il va avoir Oliver Berman qui va être là à ses côtés. Donc, ça va être intéressant de voir la même voiture, vraiment la même écurie, les mêmes réglages, pratiquement les mêmes mécanos, la même vision de voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire contre un gars comme Oliver Berman. Berman, lui, c'est un Britannique, mais ses droits appartiennent à Ferrari. Là, je vais vous mélanger un peu. Et puis, Antonelli, lui, c'est un Italien que ses droits appartiennent à Mercedes. Et oui, c'est comme ça. Puis on va voir un peu là de qui a le prochain jeune talent de ces deux pilotes-là. Donc ça met un peu de piquant dans cette saison de Formule 2-là pour les gens qui sont pas habitués de suivre ça. Je vous dis, c'est une saison qu'il va falloir regarder à l'œil parce qu'il y a des choses peut-être qui vont... le futur de la Formule 1 se joue peut-être là. C'est toujours pas mal le cas. On a toujours les prochains talents. Mais là, quand on a un jeune prodige comme Antonelli, c'est toujours plus intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer, surtout qu'on a un volant disponible chez Mercedes. J'avais un peu commencé à effleurer le sujet en vous parlant de Williams. Oui, c'est ça. Si Williams prenait l'opportunité de dire, comme on a fait avec George Russell par le passé, on l'avait fait aussi avec Nico Rosberg, de dire, on va vous laisser un volant, un siège à Mercedes, question de développer un pilote. Là, vous allez me demander, ben oui, mais quel intérêt Williams aurait à faire ça? Ben, le côté marketing de la chose, on parlait là, juste auparavant qu'on commence à frôler la profitabilité chez Williams. Donc, d'avoir un gars comme Antonelli, d'avoir l'attention médiatique, les journalistes qui vont suivre ça, qui vont vouloir voir sa progression, ça peut aider grandement l'écurie aussi à attirer un peu l'attention pour d'autres raisons que nécessairement, des fois, aller chercher des commanditaires, ces choses-là. Des fois, ça pourrait leur donner une petite poussée là, pour retenir l'attention, puis faire mousser un peu la facture là, quand c'est le temps de dire aux commanditaires combien ça va coûter mettre son nom sur un Williams, de dire on a un jeune prodige comme Antonelli d'assis dans une de nos voitures, donc à ce moment-là. Mais là, vous allez me dire aussi, ben là, qu'est-ce que tu fais de Logan Sargent? Oui, je sais, c'est un peu triste, là, la saison est à peine commencée, puis je suis en train déjà de proposer un remplaçant, mais je vous mets un peu la situation, là. C'est sûr que si on a un jeune prodige qui veut venir en Formule 1, est-ce que Logan Sargent pourrait perdre son poste pour favoriser une entente avec Mercedes? Donc, en tout cas, je vous donne un peu tout ce qui est sur la table, mais pour l'instant, ce qu'on parle vraiment, c'est que Toto Wolff va laisser savoir qu'il voudrait peut-être laisser Antonelli directement chez Mercedes. Il s'agit d'une grosse marche à franchir là, quand on a
n'a même pas débuté sa saison en Formule 2 encore. On ne sait toujours pas s'il va être à la hauteur des attentes, s'il va être capable de performer. C'est beaucoup de pression sur lui. Il va avoir seulement 18 ans au mois d'août. Donc, mais ça fait partie des équations. Faut pas mettre son nom de côté trop vite. Toto Wolff a même mentionné que ça a fait partie des négociations avec Lewis Hamilton, comme quoi on voulait commencer à favoriser la jeunesse. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu aller sur du long terme. Les informations commencent de plus en plus à sortir là, sur ce qui s'est passé en arrière-scène entre Toto Wolff et Lewis Hamilton dans ces fameuses négociations-là. Faut pas oublier aussi, il y a le fait que Lewis voulait un titre d'ambassadeur avec la marque Mercedes. On a proposé ça au grand manufacturier allemand, puis on aurait refusé d'avoir Lewis Hamilton pour l'emblème de la marque pour plusieurs saisons. Pourquoi est-ce qu'on a refusé ça? Est-ce que c'est les engagements plutôt parfois politiques de Lewis Hamilton qui ont fait à la marque de dire non, on n'a pas besoin de ça? Est-ce que c'est son comportement à l'interne? Est-ce que c'est juste qu'on a une autre vision puis on voulait pas s'attacher à lui, on voulait pas lui consacrer ces sommes financières-là? Sûrement la vérité va finir par sortir un jour, mais c'est sûr qu'avec tout ce qu'il a accompli depuis, c'est un mariage de 17 ans, juste avec le nom Mercedes, donc autant avant chez McLaren ou même quand il avait signé un contrat à l'âge de 13 ans. Là, donc, en Formule 1, ça a été un partenariat de 17 ans. C'est le plus long partenariat de l'histoire de la Formule 1. Donc, on ne veut pas s'attacher avec lui pour plus longtemps comme emblème de la marque. C'est un peu particulier, mais il y a sûrement ses raisons. Quand je parle justement des engagements politiques, bon, on sait, Lewis Hamilton, peu importe où il va dans le monde, il prend position sur ce qui se passe, malgré qu'il n'est pas un citoyen saoudien, ben, il prend position sur des sujets qui sont assez on peut dire, polarisants. La même chose quand il est venu aux États-Unis, il a mentionné des choses. Il l'a fait aussi au Canada. Donc, il un peu partout où il se promène dans le monde, il prend des positions et puis peut-être que c'est ça qui pourrait avoir dérangé la marque Mercedes de dire nous, on veut pas s'attacher à ça, on veut rester neutre dans bien des dossiers. Je vous dis pas que c'est ça la cause, je veux juste soulever un point que ça pourrait faire partie parce que si on suit justement simplement ces accomplissements en piste, mais il n'y a pas de raison de croire pourquoi on voudrait pas l'avoir comme ambassadeur. Et là, j'ai mentionné un peu qu'est-ce qu'on a chez Mercedes, mais on a aussi Frédéric Vesti, qui est vice-champion Formule 2. On l'a un peu laissé de côté, même Toto Wolff en a pas vraiment parlé. J'ai trouvé ça un peu étrange, surtout qu'on l'a nommé comme pilote d'essai cette saison, en remplacement à Mick Schumacher, qui est parti faire de l'enduro et qui est maintenant qui représente Alpine. Donc à ce moment-là, c'est Frédéric Vesti qui va le remplacer. Donc on l'a pas mentionné, mais lui aussi, il pourrait très bien être un candidat. Autre sujet qui a retenu l'attention pendant les périodes d'essai libre, eh bien c'est la fameuse aileron quand j'ai dit essai libre, c'est plutôt les journées de test la semaine dernière, c'est le fameux aileron avant de Mercedes. Pourquoi qu'on lui reproche quelque chose, c'est que il n'a pas vraiment de propriété aérodynamique pour gagner quelque chose sur la voiture, mais plutôt pour nuire les voitures qui nous suivent à l'arrière. Vous savez que ce phénomène d'épandage-là a voulu être enrayé par la Formule 1. On veut que les voitures soient en mesure de se suivre de plus près pour donner un meilleur spectacle. À ce moment-là, l'aileron, si vous avez la chance de le voir là, sur la page Facebook, on a mis un petit dessin, on a mis une petite explication aussi. C'est une fine ligne de carbone qui est au-dessus de l'aileron et qui vient faire déflecter le vent, donc faire de l'épandage. Le vent vient créer une turbulence et à ce moment-là, la voiture qui suit en arrière, ben, ça va lui faire user ses pneus plus rapidement ou ça va le forcer à suivre la voiture de plus loin justement pour ne pas subir ces fameuses turbulences-là sur le volant ou qui peuvent faire chauffer les freins ou à ce moment-là, comme je vous dis, faire user les pneus de façon prématurée. Donc tout ça ont été analysés par la FIA, par la Formule 1, on a regardé ça, on dit les ailerons sont corrects, c'est selon les standards. Sauf que l'esprit du règlement signifie que s'il y a un dispositif qui sert à créer une turbulence et nuire aux autres voitures, ben on a le droit de l'enrayer. Donc on va garder ça à l'œil parce que le problème ce qu'on veut vraiment prévenir, c'est que si on dit que c'est légal, eh bien, les autres écuries vont le faire. Et si tous les écuries commencent à le faire, ben, on va de plus en plus retourner à ce qu'on avait à la Formule 1 avant. Donc, les nouvelles réglementations de 2022, on n'auront pas servi en tant que tel. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment garder à l'œil. Le directeur technique de la Formule 1 a dit que même si la FIA avait mentionné que c'était légal et que tout rencontrait les exigences, on a quand même, avec l'esprit du règlement, une façon de dire à Mercedes, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ça pourrait être cette saison, ou on pourrait dire la saison prochaine, ça sera illégal. Question de décourager un peu les équipes qui voudraient répliquer ce genre de mécanisme ou de dispositif. Pour ce qui est on parle de rouler plus proche et de créer de la compétition en piste, eh bien, un nouveau règlement cette saison, soyez pas surpris, le DRS après un tour. Donc, tout de suite, après le premier tour, aussitôt que les voitures vont repasser la ligne d'arrivée, le DRS va être activé. Donc, dès le premier tour, on pourra pas laisser la chance justement au pilote de se créer un écart
Comme on l'a vu la saison dernière, Max Verstappen poussait vraiment lors des 2-3 premiers tours, question de gagner cette fameuse seconde-là et que la voiture derrière n'ait pas le DRS. Donc ça va être très particulier à voir cette saison. C'est à se demander même des fois si ça sera pas plus un avantage de partir deuxième que de partir premier, en sachant que dès le premier tour, vous allez avoir le DRS. Donc ça va être à surveiller. Peut-être que les pôles ne seront pas des si gros avantages que ça cette saison. J'ai bien hâte de voir. C'est quelque chose qu'on va surveiller. C'est ce qui regroupe un peu l'actualité, mais en terminant, je voulais vous mentionner que McLaren a renouvelé son entente avec Google Chrome. On sait que McLaren, c'est c'est l'écurie qui avait le plus de commanditaires déjà dans les dernières saisons. Eh bien, on poursuit avec ça. Puis c'est un gros joueur, Google, pour ceux là. Je pense que tout le monde connaît Google, bien entendu. Alors, d'avoir ça sur la voiture, ça amène aussi non seulement le nom, mais ça amène aussi toute la créativité pour le côté marketing de la chose. Il y a aussi le côté technologie qui aide McLaren. On fournit les téléphones. Donc, tout ce côté-là, le géant de l'électronique et de la technologie Google là, qui est avec McLaren pour encore plusieurs saisons. Puis, c'est un partenariat qu'on a signé là, à travers tout le groupe McLaren. Donc, on va les avoir autant en Formule électrique qu'en Indy. Donc, c'est une bonne nouvelle, autant pour la F1, plus qu'il y a des gros noms qui s'attachent à la F1. Google, après ça, se sert de la F1 pour faire de la publicité ailleurs dans leur grand pouvoir médiatique. Donc, à ce moment-là, ça fait parler du sport. Donc, c'est toujours des bonnes nouvelles de voir ça. McLaren qui continue sur une bonne lancée côté financier. On a eu des problèmes dans les dernières saisons. Ça semble vraiment derrière nous. C'est ça qu'on veut voir aussi. C'est une écurie qui est un emblème de la Formule 1, fondée par Bruce McLaren. Il y a déjà de ça plus de 60 ans. Donc, on veut pas voir ça partir. On veut que McLaren reste en F1. Coup d'envoi pour la saison 2024, c'était le temps pour les voitures de regagner la piste suite aux périodes de tests qui avaient eu lieu la semaine dernière. Mais tout d'abord, avant de vous dire ce qui s'est passé lors des deux séances d'essais libres, je voulais juste vous dire que si vous aviez fait une liste des pilotes qui ont des contrats en poche, comme je vous l'ai nommé dans le dernier bloc d'actualité, eh bien, il faut ajouter aussi George Russell, parce que de mémoire, je ne crois pas que je l'ai nommé, mais sachez qu'il a un contrat en poche pour la saison 2025 et même plus de mémoire, il sera, non, je pense que c'est jusqu'à 2025. Son contrat devra être renégocié après, mais il faut l'ajouter, il n'est pas un agent libre. Eh bien, oui, séance d'essai libre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec la première séance au F1 Podcast? Comme je vous le dis depuis la saison dernière, on prend ça pour mettre ça aux poubelles parce que c'est pas très représentatif, mais je vais quand même vous dire ce qui s'est déroulé un peu parce que c'est quand même la première de la saison, puis de voir un peu si les voitures, si on a vraiment repris où on avait laissé. Eh bien, celui qui a signé le meilleur temps, vous étiez nombreux à être heureux de le voir retrouver le haut du peloton, et c'est-à-dire c'est Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur temps, mais il faut savoir qu'il il est parmi les seuls pilotes à avoir privilégié la gomme tendre. On voulait faire des tests du côté de Racing Bulls, donc à ce moment-là, on a décidé de privilégier les gommes tendres. Pourquoi on met ça aux poubelles, la première séance d'essai libre? Je vous mets en contexte un peu, surtout à Bahreïn, c'est que ça se passe pas au même moment de la journée où la compétition va avoir lieu lors du week-end. Donc, on n'est pas à la même heure de la journée que les qualifications et ni pour la course. Donc, encore plus sur un circuit comme Bahreïn, vous savez que c'est des courses et des qualifications qui se déroulent de soir, donc un circuit nocturne. Donc à ce moment-là, les températures vont descendre, la température de la piste va descendre aussi. Donc pour vraiment avoir les mêmes situations, reproduire les situations de course et de qualification, il faut attendre la deuxième séance, donc celle en après-midi ou en fin ou en début de soirée plutôt à Bahreïn. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on est plus capable d'avoir l'heure juste sur où les voitures se trouvent. Encore là, il reste toujours certains périphériques qu'on n'a pas là, des réglages des voitures. Certains vont privilégier plus d'essence à bord, il y en a d'autres qui vont privilégier moins d'essence à bord. Ils ont chacun leur programme qu'ils veulent essayer. Il y en a qui vont vouloir privilégier des essais pour savoir c'est quoi leur mode de course, donc leur rythme de course. Il y en a d'autres qui vont vérifier le rythme de qualification. Donc, il faut tout démêler ça un peu quand on regarde ça, mais c'est très intéressant de voir les voitures construire un week-end et de voir plutôt les écuries construire un week-end et les pilotes aussi, de vraiment dire, de prendre la voiture à un certain moment puis de dire on veut l'emmener là, on veut l'emmener là. Il faut continuer à gagner de la performance. Puis il y a toujours ce fameux
jeu de cachette là. Le jeu de cachette là, il a continué aujourd'hui. Je pensais que ça serait peut-être un peu terminé, qu'il y en aurait, mais je pensais que du moins qu'il y en aurait moins. Puis ça s'est poursuivi, là, comme on a vu pendant les journées de test. On n'a pas voulu tout démontrer tout de suite. La preuve, c'est qu'on n'a pas encore rejoint le temps de la meilleure qualification qui a eu lieu la saison dernière. Donc le temps de pole au circuit de Bahreïn en 2023, c'était Max Verstappen qui l'a eu, mais on l'a toujours pas battu. On va revenir à ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je vais vous donner un peu ce qui s'est déroulé dans la journée. Il y a eu une surprise, on s'attendait pas à ça, c'est les Mercedes qui ont été les plus rapides lors de la deuxième séance, donc Lewis Hamilton qui a décroché le meilleur temps devant George Russell, ensuite c'était Fernando Alonso, suivi de Carlos Sainz, Oscar Piastri, Max Verstappen, 6e, après ça, Nico Hülkenberg à bord de sa Haas, 7e, Stroll, 8e, 9e pour Leclerc, 10e pour Perez, 11e pour Albon dans sa Williams, 12e pour Ricciardo qui avait été premier le matin, maintenant 12e. Ensuite, Sargent, 13e, Magnussen à bord de l'autre voiture Haas, 14e, Tsunoda à bord de l'autre Racing Bulls, 15e. Ensuite, 16e Gasly, 17e Bottas, Ocon, 18e, 19e pour Joe et Lando Norris, 20e. Une journée, une deuxième séance plutôt difficile pour Lando Norris. Bien, pour démêler ça un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé avec les Mercedes? Bien, je vous disais qu'on n'a toujours pas battu le fameux temps inscrit pour la pole la saison dernière. Donc, est-ce que les Mercedes ont une bonne voiture cette année? Est-ce que ce sont les favoris? Est-ce qu'il faut les considérer comme les possibles prétendant plutôt au titre des constructeurs, eh bien, il est encore très tôt pour ça. Faut pas s'énerver, mais du moins, c'est positif. C'est positif pour les fans de Formule 1, ceux qui étaient un peu pessimistes la saison dernière ou même un peu négatifs après les premières journées d'essai où Verstappen avait dominé. On disait déjà encore, ça va être comme ça va être nanana. Mais du moins, il y a plein de choses à vérifier en Formule 1. C'est pas juste qui remporte les Grands Prix, c'est tout le peloton, tous les bagarres qu'il y a. Comme je vous disais, il y a des bagarres de contrat, des bagarres de choses. Mais je pense que ça va être bon pour le spectacle de voir si Mercedes peut revenir à l'avant du peloton. On était nerveux, du moins le premier, avec ce qui s'est passé quand on a vu Lewis Hamilton faire quelques heures de simulateur puis décider de s'en retourner à la maison et de signer un contrat avec Ferrari. On s'est dit, oh, d'après moi, on peut pas compter Mercedes comme une bonne écurie cette saison ou du moins qu'ils vont être compétitifs avec les meilleurs. Pour l'instant, ce qui s'est passé en séance, ça laisse croire qu'on a fait une bonne voiture, ça avait l'air stable. Est-ce qu'on a la meilleure voiture du peloton? Je ne crois pas encore. Ça va m'en prendre beaucoup plus. L'échantillon est beaucoup trop petit pour me convaincre et surtout que les temps, là, si on les compare, là, j'avais commencé un peu à le faire, puis je vais vous dire ça. Le temps de la pole la saison dernière, c'était 1:29.708. Aujourd'hui, Lewis Hamilton a fait 1:30.374. Donc, il y a encore un très bon écart entre la pole de Verstappen en 2023, 1:29.708, et le temps de Hamilton aujourd'hui, 1:30.374. Qu'est-ce que c'est 1:30.374 par rapport au temps de Hamilton la saison dernière à Bahreïn? Sachez, même circuit, principalement peut-être au même temps de la saison, là, quasiment, avec les températures peut-être un peu moins froides, mais à ce moment-là, ça se ressemble pareil. Mais regardez la différence. La saison dernière, aujourd'hui, 1:30.374, puis la saison dernière, Hamilton a fait 1:30.384, et ça l'avait placé en 7e position. Donc, le temps que Lewis a fait aujourd'hui, s'il l'avait fait l'an dernier, il aurait aussi eu la 7e position. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la meilleure voiture du peloton. C'est du moins aujourd'hui, on a peut-être laissé montrer plus de puissance, on a peut-être voulu tester des choses plus que les autres, sauf que j'ai énormément de difficultés à croire que toutes les voitures du peloton sont plus lentes que la saison dernière. Ça voudrait dire que le travail qui s'est fait durant l'hiver, là, tous les écuries qui ont travaillé fort, on a travaillé à l'envers, puis on a plutôt reculé à la place de progresser. Ça, je peux vous dire qu'il y a très peu de chances que c'est arrivé. C'est peut-être arrivé dans certains cas, mais même là, normalement, toutes les voitures ont progressé. Il n'y en a pas qui vont de l'arrière en tant que tel. Donc, les voitures demain risquent de battre le temps qui avait été fixé par Verstappen de 1:29.708, donc le 1:30.374, est-ce qu'on peut vraiment tenir ça comme une référence aujourd'hui? Par rapport aux autres aujourd'hui, oui, mais par rapport à demain, ça c'est un temps qui risque de le placer. Si Hamilton fait 1:30.374 ou
dans ces environs-là, mais ça risque de l'envoyer peut-être même de se faire éliminer en Q2. Donc, il ne sortira pas de la Q2 avec ça. Il n'aura certainement pas la pole avec ce tour-là. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui reste en banque à Mercedes pour laisser plus de puissance. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que les temps en ligne droite étaient relativement pareils du côté de la Red Bull et du côté de la Mercedes. Même chose pour Ferrari. Zak Brown, qui est le directeur de McLaren, a dit que selon leurs données, ils ont beaucoup plus de données que nous à la maison, vous aurez compris. Et puis lui, il disait qu'il voyait que Ferrari et Red Bull n'avaient pas mis leur moteur à pleine capacité. Donc, on jouait encore de prudence aujourd'hui. On voulait pas montrer ce qu'on a. Donc, si demain, on met un peu plus de puissance, puis aujourd'hui, même avec les moteurs fermé, on était capable de faire les mêmes temps en ligne droite, donc ça va être assuré demain ce qu'on est capable d'aller chercher. Il y a aussi les pleins d'essence, on a fait énormément de tests côté de Red Bull pour notre rythme de course. Sur le rythme de course, Red Bull était le plus rapide, c'était ça la saison dernière aussi. Souvent, on cherchait à privilégier, à sacrifier plutôt un peu de temps en qualification pour être meilleur en course, donc ça aussi, ce côté-là, ça semblait positif. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se trame là. Si on regarde les temps, là, on continue d'analyser un petit peu tout ça, Verstappen, le temps qu'il a fait aujourd'hui, là, ça le placerait en 9e, ça l'aurait placé en 9e position la saison dernière. Donc, c'est pas, encore là, ça montre que c'est pas vraiment le temps. Donc, s'il avait vraiment réalisé ce temps-là la saison dernière, il se serait élancé 9e. Même chose pour du côté de Perez. La saison dernière, il avait fait 1:29.846. Je vous rappelle le temps aujourd'hui, 1:30.374. Donc, le 1:29.848 de Perez la saison dernière, où il était deuxième, ça lui permettrait ça le ferait éliminer en Q2 s'il faisait ce temps-là, s'il avait fait ce temps-là l'année passée. Puis je suis persuadé s'il fait ça demain, il va être éliminé en Q2 aussi. Même chose pour Charles Leclerc qui avait fait 1:30.000. Donc même là aussi, il était plus rapide que le temps d'Hamilton d'aujourd'hui. Il s'était lancé troisième. S'il faisait ce temps-là demain, mais même chose, il serait éliminé en Q2. Donc il reste tout ça un peu à voir de où on s'en va, quel réglage on a dans les voitures, qu'est-ce qu'on est capable de privilégier, qu'est-ce qui s'est passé à part de ça. Pour les autres écuries, là, ça c'est pas mal les écuries de tête. Aston Martin, ça valait positif, une voiture stable. Encore là, on cache la performance, c'est certain qu'on en a plus. Alonso a bien fait, Stroll aussi. Ceux qui sont en rattrapage, McLaren semble en rattrapage. On a déjà commencé à mentionner du côté de Zak Brown, le PDG de l'écurie, qui mentionnait que on pense qu'on va être capable de vraiment sortir un peu plus de performance aux alentours du Grand Prix de Chine ou du Japon. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme en terre, on a un peu du déjà-vu comme la saison dernière, qu'on commence un peu sur le mauvais pied. On commence un peu de reculons pour finalement gagner en puissance au cours de la saison. On a aussi mentionné qu'on avait des améliorations qu'on apporterait à tous les week-ends. Donc, on a un peu préparé ça pour que à chaque week-end cette saison, on ait un petit quelque chose à apporter. Donc, ça veut dire que la voiture en tant que telle, on l'a pas. La MCL 38, elle n'est pas vraiment complétée. Oui, c'est la réalité pour bien des écuries, mais du côté de McLaren, on semble dire que la voiture qu'on présente en début de saison, c'est vraiment le modèle de base, qu'on a énormément d'options qui vont suivre au cours de la saison. Donc ça, c'est positif pour les fans de McLaren. Et que, est-ce qu'on va être capable quand même de se faire justice? Je pense pas qu'on est, d'après ce qu'on a entendu de Zak Brown, encore là, on peut jouer la comédie. Je pense pas qu'on est encore la deuxième écurie derrière Red Bull pour l'instant ou derrière Mercedes. Je pense qu'on a un peu de rattrapage à faire. Ça avait l'air de ça aujourd'hui. Mais encore là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Demain, on peut réveiller énormément de puissance. Bahreïn, normalement, est un Grand Prix où on a eu du succès par le passé. Ça n'a pas été le cas la saison dernière. Rappelez-vous qu'on avait commencé un peu au ralenti avant de gagner en puissance après des améliorations en milieu de saison. Est-ce que ça va être le même cas? Donc, ça reste à suivre. Aujourd'hui aussi, on a vu Haas, là, vous avez vu, le Haas s'est glissé devant Perez, Hülkenberg plutôt, devant Stroll. Est-ce que Haas est vraiment meilleur que la saison dernière? Ça reste à voir, mais pour l'instant, ça semblait pas de ça pendant les journées de test. Et là, aujourd'hui, on était 7e. Donc encore là, il y en a qui ont plus dévoilé leur jeu, il y en a qui ont sorti un peu plus de puissance que d'habitude. C'est pour ça. Que Leclerc se ramasse 9e et que Perez se ramasse 10e, je pense qu'il va y avoir une progression dans ce cas-là. Du côté des Racing Bulls, la voiture semblait stable, semblait d'être une bonne voiture. Quand on allait se lancer dans les virages, on voyait qu'il y avait une bonne stabilité. On était aussi capable de relâcher, de sortir la puissance très rapidement aux sorties de virage, ce qui est positif, un peu avec la même ADN que la Red Bull, que la RB20. Vous savez, normalement, on privilégie, on veut être très rapide en virage rapide. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on est capable de gagner du momentum et de gagner beaucoup de temps sur un tour. Je le mentionnais pendant la pré-saison, il y a plus de virages sur un circuit de Formule 1 que de ligne droite. Donc, à ce moment-là, quand on est capable de maîtriser
ces courbes-là, bien à ce moment-là, on est capable de gagner énormément dans nos temps, on est capable de gagner énormément de temps, de gagner en puissance, de gagner en vitesse et de gagner du momentum à ce moment-là. C'est traîner de l'énergie tout au long du tour pour être capable de réaliser des tours compétitifs. Donc à ce moment-là, ça c'est des bonnes nouvelles quand on voit qu'une voiture est capable de s'aventurer dans les virages de façon stable et de sortir avec une stabilité. À ce moment-là, ben c'est toutes des choses qui sont positives. Donc, les Racing Bulls, selon moi, sont toujours une écurie à surveiller. Est-ce qu'ils vont être capables de rivaliser avec les meilleures écuries? Ça reste à voir. Ricardo, c'est un bon pilote. C'est quelqu'un qui a déjà gagné des Grands Prix. Tsunoda, ben, on sait, c'est un caractère, c'est un feu d'artifice. On sait jamais à quoi s'attendre. Il peut prendre des décisions assez ridicules parfois. Donc, c'est sûr que si jamais on est en compétition contre McLaren, ben, je pense pas qu'on va réussir à avoir le dessus sur le meilleur duo de pilotes en tant que Lando Norris et Oscar Piastri. Même chose si on a des bagarres contre, je vous donne un exemple, contre Ferrari, mais là, à ce moment-là, contre Leclerc et Sainz, ça risque d'être peut-être plus difficile. Faut pas négliger ou sous-estimer Tsunoda. C'est un pilote qui est extrêmement rapide, mais souvent, moi, personnellement, je l'appelle le cascadeur. C'est que, oui, il est rapide, mais ça semble toujours dangereux dans son cas. Même quand on voit la voiture, là, quand vous voyez la caméra se diriger vers la voiture numéro 22, celle de Yuki Tsunoda, ben, on est capable de savoir, avant même de voir le numéro sur la voiture, que c'est lui qui est en train de la piloter. Il a un style très particulier. Comme je vous dis, ça semble toujours extrêmement dangereux. C'est pour ça que je l'appelle le cascadeur. Mais est-ce que c'est efficace? Oui, parfois, c'est efficace. Il réussit quand même à aller chercher des bons temps, puis il réussit à se débrouiller. Mais c'est sûr que le côté risque est toujours au rendez-vous aussi. Et c'est ça qu'il doit gagner, d'être capable de faire des risques calculés. Utiliser sa tête pour être capable d'aller chercher le plus de points pour son écurie, d'aller chercher les performances que la voiture lui apporte, d'en soutirer le meilleur, mais ne pas être ne pas être un gambler en tant que tel, là. De pas commencer à vouloir faire des paris sur des choses qui sont vraiment calculer le pourcentage de risque versus les gains à aller en chercher. Si le risque est trop grand, contente-toi de ce que tu as, puis au bout de la ligne, ben, tu vas finir par progresser pareil parce que tu vas aller chercher des points. Faut qu'il réussisse à aller chercher des points à des places où il en a perdu la saison dernière. Oui, le développement de la AlphaTauri n'était pas à point en début de saison. On a gagné plus que la saison avancée quand on a décidé de faire le changement de philosophie, de se ranger vers les philosophies de l'écurie principale Red Bull, mais il faut quand même être capable de dire, là, comme au Mexique, Tsunoda aurait dû prendre une meilleure décision. Il a décidé de tenter sa chance contre Oscar Piastri. Finalement, il a perdu, il s'est ramassé avec 0 points. Donc, c'est tous ces petits moments-là dans une saison rendu au compteur, quand c'est le temps de comptabiliser le nombre de points que tu as accumulé sur le nombre de courses maximum, mais c'est à ce moment-là que ça a un impact si on a pris plusieurs mauvaises décisions comme ça tout au long de la saison. Pour ce qui est vraiment négatif et qui fait peur, même, c'est les performances de la Alpine. On a adressé souvent le sujet comme quoi qu'on a le moteur Renault est le moins puissant de la grille. On a essayé de privilégier le poids de la voiture, essayer de réduire la traînée, le drag. Vous savez, là, c'est quand on crée une résistance dans le vent. Donc, on veut essayer d'avoir la forme la plus aérodynamique possible pour être sûr là, de réduire cette traînée-là. Donc, c'est ce qu'on a essayé de privilégier sur l'écurie française. Ça semble pas avoir fonctionné cette saison. On semble vraiment en l'arrière. Pour l'instant, on semble possiblement avoir la pire voiture du peloton. Donc ça pourrait être catastrophique de voir un emblème français, de voir Alpine, une division de Renault se retrouver à l'arrière du peloton. Donc ça serait une mauvaise nouvelle autant pour le sport automobile en général, mais aussi pour la Formule 1. On veut pas voir ça. On veut jamais vraiment voir une écurie sous-performée. Ben, des écuries avec des histoires comme ça, encore moins. Donc ça pourrait être malheureux. Du côté de Kick, Stack, Sauber, vous voulez l'appeler comme vous voulez, ça dépend où est-ce qu'on est dans le monde, eh bien, cette écurie-là, on a vu la voiture est belle, sous le réflecteur, elle semble stable, on semble avoir vu des belles choses plus tôt le matin, puis en après-midi, ben là, ça semblait plus compliqué. On a vu Bottas et Joe regagner le fond du peloton, pourtant, on a une voiture qui est redessinée de A à Z. Est-ce que c'est juste qu'on est encore en train d'évaluer ce qu'on a sous la main, essayer de comprendre la voiture? Mais ça, c'est un peu dur à dire, là. J'ai de la misère à me prononcer, de savoir, est-ce qu'on a vraiment une voiture qui va regagner, qui va être compétitive, ou on va plutôt regagner la place qu'on avait la saison dernière, se trouver comme la deuxième moins bonne écurie du peloton. Ça reste à voir, mais pour l'instant, c'est l'écurie qui est le plus dur à se faire une idée. Pour le reste, comme je vous dis, on a déjà dressé un peu Williams. Je suis encore curieux. Je suis sur mon appétit avec Williams. J'ai l'impression qu'on n'a pas ce qu'on avait l'an dernier. L'an dernier, on était capable de causer des surprises. C'est sûr que c'est juste le premier Grand Prix de la saison. On est encore à l'étude pour tout le monde. On cache aussi notre jeu, mais il y a quelque chose, il me semble, que je trouve qu'on n'a pas le petit kick. Et là, je parle pas de l'écurie en vert, mais on manque le petit boost chez Williams là, qu'on avait la saison dernière pour l'instant. Ça va venir en milieu de saison. Est-ce qu'on a des
améliorations de préparer pour d'autres Grands Prix. Tout ça, ça reste à voir. Là. Faut pas, on lance pas la serviette après un premier Grand Prix. Là. On fait pas du George Russell comme en 2023. Mais ça reste à voir. J'espère en tout cas les voir performer parce que je pense qu'Alex Albon, il mérite d'avoir une bonne voiture. James Vowles a fait un excellent travail la saison dernière. J'aimerais ça le voir continuer à avoir du succès. Williams, on en parlait. Même chose que pour Alpine, c'est une grande écurie de Formule 1 qui a une histoire, ben c'est sûr qu'elle a une histoire encore plus impressionnante que celle de Alpine ou de Renault, mais de voir Williams continuer à performer et de continuer à gagner en performance et de continuer de rejoindre le peloton là, pour être capable de se compétitionner avec les bonnes écuries, c'est ce qu'on souhaitait voir, donc j'espère qu'ils vont être capables de poursuivre sur cette lancée-là. C'est ce qui met la table pour le Grand Prix, du moins les séances de qualification demain. Moi, je serai de retour lundi avec vous pour parler du week-end qu'on va avoir eu, en espérant qu'il va être à la hauteur de nos attentes, qu'on va avoir beaucoup de plaisir, mais je suis persuadé qu'on va en avoir. Et puis, n'hésitez pas surtout à discuter avec nous sur Facebook tout au long du week-end. Il va y avoir des publications, vous gardez un peu au courant. Vous pouvez aussi nous écrire par Messenger, nous envoyer un courriel au F1podcast en un mot @gmail.com. On est aussi maintenant sur Instagram, sur Twitter. Mais là, vraiment la place à nous suivre. Là, pour ne rien manquer, c'est vraiment sur Facebook. Vous allez pouvoir avoir les articles et tout, c'est plus détaillé. Et puis, bien sûr, il y a toujours sur notre chaîne Spotify, vous cliquez suivre, vous cliquez l'icône en forme de cloche pour recevoir les notifications quand les nouveaux épisodes apparaissent en ligne. Donc, d'ici là, c'est le moment où ce que je vous laisse et que je vous remercie d'avoir fait confiance à F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.